Good Morning Business. Le débat. Tiens, puis on va commencer par Jean-Marc Daniel pour une fois. Peut-être parce que, je ne sais pas si l'histoire vous donne raison. Parfois, ça arrive. En tout cas, c'est vrai que là... Comment ça, parfois? En tout cas, c'est vrai que là, quand même, plusieurs banques centrales ont clairement indiqué, on baisse les programmes de rachat d'actifs, on augmente même les taux, certaines ont commencé à le faire. Vous pensez que c'est le vrai coup départ de la remontée des taux? Oui, je pense qu'on est dans une phase où les taux vont être assez systématiquement revus à la hausse par l'ensemble des banques centrales. Elles le disent. Donc il y en a qui ont déjà commencé. On en avait parlé récemment de la Corée, et souligné que le Brésil et la Hongrie avaient fait la même chose. Là, cette fois-ci, c'est la Norvège. La Norvège, oui. Et non seulement. Alors, ce qui est intéressant, c'est les considérations mises en avant par le comité de politique monétaire de la Banque centrale norvégienne. D'abord, il affiche clairement que c'est une première étape et que de façon systématique, les taux vont remonter. Alors on était à 0, on passe à 0,25, ils vont remonter jusqu'à 1,25 d'ici la fin de l'année prochaine. Donc c'est un programme de long terme. Et ils associent ça non seulement à l'évolution de l'inflation, mais l'inflation en Norvège, est aux alentours de 3%, un peu moins de 3%, ce qui était déjà le cas en 2017-2018, ça avait baissé en 2019. Et le deuxième enjeu qui est véritablement affiché, c'est plutôt un objectif à la fois de stabilité du change, c'est-à-dire que la couronne norvégienne s'est un peu appréciée, avec un objectif donc de stabilité du change, ce qui est assez nouveau pour une banque centrale, et d'autre part l'idée qu'on ne peut pas vivre durablement avec des taux nuls ou négatifs sans pénaliser l'épargne, et que l'épargne est un élément essentiel du fonctionnement de l'économie. Et sans pénaliser l'économie, car vous nous expliquez régulièrement que le taux d'intérêt, ça conditionne le potentiel de croissance. Ça doit être égal au taux de croissance potentielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait retrouvé un peu ce même genre de raisonnement dans des considérations sur la Banque de Hongrie. La Banque de Hongrie affichait aussi un objectif de change. Le forint hongrois a perdu près de 50% de sa valeur en 10 ans. Donc là, ils disent, si on veut rentrer dans la zone euro, il faut stabiliser notre change. Et deuxième enjeu, si on veut véritablement avoir un cycle d'investissement qui soit clair pour les entreprises, il faut qu'on ait des taux d'intérêt qui soient des taux d'intérêt positif, et en tout cas des taux d'intérêt proches de notre taux de croissance potentielle. Donc je pense qu'on rentre véritablement dans un cycle où les taux d'intérêt vont augmenter, et donc le véritable enjeu maintenant pour les banques centrales, c'est moins l'augmentation des taux d'intérêt que la poursuite de la composante achat du quantitative easing. C'est-à-dire, est-ce que les banques centrales vont simultanément resserrer les quantités de titres. C'est ce que dit la Réserve fédérale américaine. C'est ce que dit la BCE. C'est ce que dit la BCE. Et là aussi, on en avait parlé, mais je crois que c'est important. C'est pour la Banque centrale un moyen de retrouver sa crédibilité en termes d'institution indépendante. Si elle ne dit pas systématiquement oui au Trésor en disant allez-y, quoi qu'il en coûte, vous pouvez faire des déficits puisque de toute façon on rachètera les titres publics, c'est effectivement une perte d'indépendance. Là, vous avez à la fois un taux d'intérêt sur le plan économique et une crédibilité sur le plan politique. Nicolas, cette hausse des taux, ça peut se faire sans drame sur les marchés? Alors, on est avec la Banque centrale de Norvège. C'est un pays du G10, donc effectivement ça compte. Mais enfin, on voit que tout se jouera aux États-Unis. Vous le disiez, l'exercice d'équilibrisme de Jérôme Powell a été réussi. Parce qu'un certain Ben Bernanke, en mai 2013, il n'a pas réussi son exercice d'équilibrisme alors qu'il était à peu près sur les mêmes terrains. Je ne change rien, mais attendez-vous peut-être à voir qu'on ne sait jamais. Et c'est ce qu'on a appelé le taper tantrum. Les taux longs se sont envolés dans la foulée parce qu'il y avait le spectre que ça y est, on allait resserrer. Et là, on a vraiment un rendez-vous avec l'histoire. Et surtout, c'est la Réserve fédérale qui donnera là de la situation. On a commencé en 2008 ces politiques monétaires complètement incroyables parce qu'on voulait inonder complètement les marchés afin d'éviter des ruptures de liquidité. Ça a marché. On voulait donner aux États la capacité de pouvoir se refinancer à des taux très bas. Ça a marché. Et la situation qu'on a créée en termes de montagne de dette fait que personne n'a envie de tester le chemin inverse. Alors, en théorie, si on voulait éviter que les taux ne remontent, ça veut dire que les banques centrales, en théorie je dis bien, c'est pas forcément comme ça que l'histoire va s'écrire, ça veut dire que les banques centrales doivent ne pas réduire la taille de leur bilan, doivent, si elles remontent leurs taux, les remonter avec une prudence et sur une durée très 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 longue, de manière à pas provoquer de choc. Ça veut dire que on doit il faut tout faire pour éviter une hausse généralisée des salaires. C'est pour ça que ceux qui actuellement commencent à évoquer la hausse de SMIC jouent un petit peu, par exemple, avec le feu. Et ça veut dire que les États, comme les banques centrales, en théorie encore une fois, doivent fermer les yeux sur le fait qu'on fabrique des bulles d'actifs.
si cette théorie-là voit le jour, les choses se passeront bien. Si ça ne se passe pas comme ça, on va tester des moments particuliers. Merci. Merci, messieurs.